Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Imaginez participer à ériger un lieu dédié à la mémoire des femmes et des hommes qui vivaient là au XVIIe et XVIIIe siècle. C'est le projet mené par une association à Chartres de Bretagne, le Cadeau Marionnet. Depuis 2013, ces volontaires restaurent une ancienne ferme manoir qui devrait inclure un musée. C'est un projet que va vous raconter le président du Cadeau Marionnet, Jean-Pierre Primeau. Bonjour à vous. Bonjour. Alors où en est la construction au moment où on se parle ? Alors, la rénovation, le sauvetage de cette vieille bâtisse, qui a failli en effet être détruite il y a une dizaine d'années, qui faisait l'objet d'un programme immobilier. Donc le sauvetage est quasiment achevé. Alors il s'est déroulé en 3 phases. D'abord, il a fallu convaincre de ne pas accorder l'autorisation de cette opération immobilière. Ça, c'est un petit miracle que l'on doit à l'ancien maire de Chartres de Bretagne, qui a eu la vista, un peu comme la nôtre, et qui a eu le panache aussi de ne pas poursuivre le projet immobilier et de nous faire confiance à nous, association de fous furieux, qui avons tout de suite élaboré un plan pour la restaurer bénévolement et aussi en faisant appel à des dons extérieurs. Voilà, ça se passait en 2013-2014. C'est l'envie de sauvegarder du patrimoine qui vous a fait agir aussitôt ? Ouais, parce que moi j'ai un certain âge, mais j'ai vu au cours de ma vie pas mal de démolitions qui étaient toujours justifiées entre guillemets par une autoroute, une 4 voies et autres centres commerciaux. Bon, là, en l'occurrence, on s'est dit, qu'est-ce qui justifierait que ce patrimoine du XVIIe siècle, puisqu'on savait que cette bâtisse avait été construite en 1650, c'était pas difficile de le deviner, c'est écrit sur les murs, c'est gravé dans les murs. On s'est dit, non, celle-ci, il faut absolument qu'on la sauve. Et donc, ce qui l'a sauvée, en réalité, c'est sa propre histoire. C'est-à-dire qu'il a fallu s'inquiéter ou plutôt se préoccuper de cette belle silhouette qu'elle avait. Ça n'était pas une ferme banale. On le voyait, des toits à la mansarde, un bâtiment principal construit tout en pierre. Il y avait quelque chose. Et ce quelque chose, on en a eu confirmation en allant faire quelques excursions aux Archives nationales à Paris, dans la généalogie des occupants. Voilà. Et on a reconstitué l'histoire du lieu, et on a découvert qu'en réalité, il avait une histoire fabuleuse. C'était vraiment l'histoire du pays brusois, du pays chartrain, et qu'il avait été occupé par des gens qui avaient aussi eux-mêmes une histoire fabuleuse. Donc c'est tout ça en fait qui a sauvé la Marionnet. On est allé devant le conseil municipal, on leur a dit écoutez, faites ce que vous voulez, mais là vous allez faire une grosse bêtise si vous autorisez ce projet immobilier. Et on leur a raconté l'histoire et ça les a touchés visiblement, puisque quelques semaines après, on a eu la bonne nouvelle, le projet immobilier était gelé, puis il a été abandonné et Chartres est redevenue maîtresse du destin de cette belle bâtisse. Et donc la municipalité a permis à votre association que vous avez, j'imagine, créée dans la foulée de vous mettre Absolument. Au travail sur la maison. Vous avez évoqué quand même cette histoire qui a eu son importance justement dans l'histoire du lieu. Ça va être très compliqué de résumer brièvement autant d'années, mais grosso modo, c'est quoi cette histoire ? Cette histoire, c'est l'histoire de ces différents propriétaires. Alors, l'histoire des occupants, elle est relativement banale, c'est le monde rural du XVIIe, du XVIIIe, mais l'histoire, elle implique un personnage qui s'appelait Louis-Henri Janzé, qui était procureur, qui était dans le droit, qui était le sénéchal de la seigneurie de Fontenay. Et ce Louis-Henri Janzé, qui était propriétaire de la Marionnet en 1750 à peu près, il a une histoire fabuleuse parce que c'est un monsieur qui a parfaitement navigué dans tous les méandres de l'histoire à l'époque, c'est-à-dire qu'il est passé de l'ancien régime au service de la baronnie de Fontenay. Il est passé au cahier des doléances en 1789, puis il est devenu le patron des messageries de Bretagne qui était encore royal jusqu'en 1790. Ensuite, on le retrouve comme maître des forges au service du duché de Rohan. Et là, il va réaliser un coup de poker magistral. Il va devenir momentanément propriétaire du duché de Rohan parce que financièrement, ce duché de Rohan était très 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 mal. Et puis, il va évidemment récupérer pas mal d'argent avec tout ça. Il va racheter
toutes les belles fermes de Chartres de Bretagne, autrement dit la moitié de Chartres de Bretagne, et il va aussi racheter le duché de Rohan. Voilà. Et donc, ce faisant, il va acquérir à Paris une certaine notoriété qui va faire que son fils va se marier avec la fille du ministre des cultes de Napoléon Ier, qui s'appelait Bigot de Préameneu, un des 4 rédacteurs du Code civil, ce qui fait que notre Louis-Henri Janzé va se retrouver à Saint-Cloud, à côté de Napoléon Ier et de Joséphine, pour signer l'acte de fiançailles de son fils. Alors, vous voyez quelle notoriété... Indirectement, le lieu, il est lié quand même à la grande histoire de France. Quoi. Complètement. Et c'est ça qui est fabuleux. On voit une espèce de ferme, on imagine ce gamin de 17 ans qui arrive lors du décès de son père, et on le réimagine en 1841, alors qu'il était devenu richissime, dans son hôtel particulier de la rue Cambon, excusez du peu, et voilà, dans sa résidence d'Ivry, dans laquelle il est décédé en 1841. Et en fait, la moitié de Chartres de Bretagne a appartenu à cette famille, à partir de ce Louis-Henri Janzé, jusqu'aux années 1970-80, et il y a toujours à Chartres de Bretagne des descendants de cette famille, dont le château du Marais, qui est assez peu connu parce qu'il est discret. Voilà, donc c'est toute cette histoire-là, évidemment, qui remettait la maison envie de mettre la main à la un pâte autre contexte. Pour avoir envie justement que cette histoire continue à vivre. Voilà. Moi, j'avais envie de savoir qui sont les hommes et les femmes qui vous ont aidé dans ce chantier, parce que vous êtes une association, hein, que souvent c'est des gens de bonne volonté qui se regroupent pour une cause. Non, j'ai parlé de fous furieux. Hein. C'est pas la c'est même vrai que catégorie. c'est le mot que vous avez utilisé au début. Ouais. C'est pas la même catégorie. Fou et folle. Hein, fou et folle. Voilà, oui. Non, en effet, on s'est retrouvés à, au départ, une bonne quinzaine. On s'est dit, on y mettra beaucoup de notre temps, beaucoup de notre énergie, mais on le fera. On avait envie de... Bon, alors ce sont des gens qui généralement viennent de professions qui ont trait au bâtiment. Dans notre groupe, nous avons quelques anciens carreleurs, anciens maçons. On a eu un maçon de terre qui était fabuleux. Ce sont des gens qui ont eu envie parce que ils ont considéré que cette bâtisse c'était un peu aussi leur histoire. Et puis voilà, on a eu une dynamique, alors qui a été favorisée par la commune, parce que la commune nous a fait complètement confiance en nous accordant un bail amphithéotique sur on peut ce peut-être bâtiment. Expliquer ce que c'est alors. Ah voilà. Alors oui, d'autant qu'il y en a très peu en Ille-et-Vilaine. Je crois qu'il y en a que 2. Hein. Vous avez celui du Petit B à Saint-Malo. Donc la ville de Saint-Malo est propriétaire, mais le monsieur qui restaure le Petit B, eh bien, monsieur Étienne Marcel, eh bien, il bénéficie d'un bail amphithéotique de 90 ans. Alors nous, on a été moins gourmands. On voulait simplement un bail amphithéotique de 18 ans. Qui nous donnait le temps non seulement de restaurer, mais aussi d'amorcer une valorisation éducative. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un bail amphithéotique ? C'est un bail, le propriétaire reste propriétaire du foncier, mais il transmet à un locataire, donc toutes les responsabilités, c'est-à-dire tous les devoirs, mais aussi tous les droits d'un propriétaire. C'est-à-dire que le maire de Chartres à l'époque nous a dit, écoutez, je vous transfère toutes mes responsabilités, ce qui veut dire que s'il y a des ennuis, c'est vous qui les supporterez, ce ne sera pas moi, premièrement. Deuxièmement, vous vous débrouillez pour financer les travaux. Je ne sais pas comment vous allez faire, mais comme vous ne savez pas non plus, je ne vais pas vous poser la question. Mais en échange, vous faites ce que vous voulez du lieu. Voilà. Et donc, c'est un espèce de contrat de confiance réciproque, et ça a marché. Alors ça a marché à partir, en effet, de nombreuses heures de travail, notamment le dernier samedi du mois, nos chantiers barbecue, etc. On a essayé de faire ça pendant 10 ans, d'une manière un peu conviviale, mais quand même très, très, très déterminée et très active. Alors on a vieilli, c'est la seule chose que l'on puisse se reprocher. On se reproche aussi de ne pas avoir su peut-être attirer des plus jeunes que nous. Écoutez, des gens vous entendent en ce moment, peut-être que ça leur parle, ce que vous leur proposez. Donc si vous cherchez toujours du monde pour aider le lieu, c'est peut-être le moment de lancer un appel. De toute façon, il faudra qu'on passe le relais, parce que 10 ans se sont écoulés, on avait 65 ans, on en a 75. Hein, c'est mathématique et c'est imparable. Donc en effet, on n'a plus tout à fait la même dynamique qu'au départ, mais c'est pas très grave, parce que on atteint l'ultime phase de la restauration. Alors maintenant, on va aborder la valorisation éducative, parce que dans notre esprit, un patrimoine comme celui-là, ça ne peut pas être un lieu qui fait joli dans le paysage, enfin pas seulement. Il faut qu'il ait une utilité pour le plus grand nombre. Il faut qu'il ait une utilité, il faut qu'il raconte, il faut que les pierres parlent. Et là, en l'occurrence, eh bien, on est en train de mettre en place ce qu'on appelle, nous, notre musée 3M, maison,
mémoire de la Marionnais. C'est-à-dire que on s'est dit, finalement, des bâtiments du XVIIe siècle, ça ne manque pas en France, hein. On a Versailles. Hein. Sauf que à Versailles, on raconte pas la vie des gens du quotidien, des paysans, de la ruralité, etc. Donc on s'est dit, c'est un bâtiment qui est finalement assez singulier dans la mesure où on pourra y raconter la vie au quotidien des gens qui n'étaient ni riches ni pauvres. Parce que même s'il était tenu par un notable, hein, vous nous avez raconté son histoire, il y a quand même des gens, peut-être des paysans qui venaient un peu travailler ici tous les jours. Il y avait des locataires, il y avait des gens qui travaillaient, qui avaient un bail. Alors eux, ils avaient un bail avec le propriétaire. Mais voilà, donc la maison bourgeoise construite en 1650 par Guillaume d'Avy est devenue petit à petit une maison rurale avec tout ce qu'il faut pour la ruralité, c'est-à-dire ils ont ajouté une étable, ils ont ajouté un bâtiment pressoir, il y a un four à pain que nous avons toujours d'ailleurs, dans lequel on fait du pain, et oui. Donc c'est cette ruralité-là que l'on peut raconter dans le contexte de l'avant-révolution industrielle, c'est-à-dire dans des conditions de confort très inconfortable, mais qui suffisait. Avec nos critères de maintenant, j'imagine. Ce sont deux mondes totalement différents. La révolution industrielle nous a fait changer de planète. Hein. On en a pas encore vraiment bien pris conscience, mais les conditions de chauffage ou de non chauffage d'ailleurs, les conditions ne parlons pas de la santé. Hein. La santé, c'est une horreur. Les gens mouraient à 40 ans. Il y avait des épidémies, ne serait-ce que parce que l'eau était polluée par le purin des vaches, et ça vous décimait un village en 3 semaines. Ne parlons pas des accouchements. Donc quelque part, vous allez proposer une carte postale du monde avant cette révolution industrielle avec ce lieu. Ouais. C'est ça. Et cette carte postale, le mot est bien choisi, vous avez raison, parce que c'est une carte postale qui nous est envoyée par le passé, mais c'est aussi une carte postale qui nous est envoyée par d'autres régions de la planète. C'est-à-dire que moi, j'ai fait visiter à de nombreuses reprises la Marionnais à des scolaires ou à des centres aérés, des choses comme ça. Et un jour, il y a une petite fille devant cette cheminée, relativement sommaire. Il y a une petite fille qui dit à ses camarades, ils avaient entre 6 et 10 ans, c'est comme ça chez ma grand-mère. Alors les autres l'ont regardé, ont dit oh non, tu dis n'importe quoi là, tu rigoles. Et la petite fille chichi, c'est comme ça chez ma grand-mère. Et alors l'animateur qui était là, mais d'où tu viens toi, pourquoi tu dis ça? Mais parce que ma grand-mère elle vit en Azerbaïdjan et c'est comme ça chez ma grand-mère. Voilà. Elle remettait un peu en perspective le fait que sur la planète nous bénéficions, nous occidentaux, de beaucoup de confort, mais que ça n'est pas le cas partout. Notre réalité, pas celle de tout le monde. Voilà. Eh ben, parfait. Alors, on l'a entendu, hein, c'est un lieu où on va pouvoir découvrir un peu... la vie au quotidien. La vie au quotidien avant la révolution industrielle. Je sais aussi que vous voulez en faire un lieu de rencontre, vous allez y organiser des événements, et je crois même que ça a peut-être déjà commencé. Ah oui. C'est-à-dire que la marionnette va marcher sur ses deux pattes, comme on dit. C'est en effet un lieu mémoire, donc pour éduquer, pour réapprendre, pour se remettre un peu en perspective dans l'histoire de l'humanité, également dans l'histoire de la planète, parce que ces sujets-là ne peuvent pas être oubliés quand on visite un bâtiment du XVIIe siècle. Mais également, elle se doit d'être quelque chose de très fédérateur, de rassembleur. Et on en a une preuve il y a 3 jours, puisqu'on a fait notre fête champêtre de la Marionnais, comme on l'a fait tous les ans. Et là, on a réussi un petit challenge aussi, c'est la réunion des générations. Parce qu'on attire les enfants avec des jeux en bois, oui. Ce qui leur convient tout à fait, mais les parents le redécouvrent aussi que ces jeux en bois, ça vaut bien des PlayStation et autres machins électroniques. Et puis les personnes un peu plus âgées. Alors les personnes âgées, pourquoi elles viennent? Parce qu'il y a une espèce de nostalgie quand même, il y a quelque chose qui leur rappelle... c'est un peu plus près de leur enfance que l'époque de maintenant. Voilà. Ouais. Les fermes étaient quand même un peu similaires à ce qu'on peut voir à la Marionnais, et les fermes du milieu du XXe siècle, hein, c'est pas si vieux. Et donc ce qui, moi honnêtement, me touche à chaque fois, c'est cette réunion des jeunes générations, et des personnes beaucoup plus âgées. Il y a une espèce de réunion comme ça, assez miraculeuse. Alors, autre chose, parce que dimanche dernier, on s'en est bien rendu compte, c'est aussi un lieu qui rassemble des gens un peu de toutes origines. Alors bon, pour rentrer dans les problèmes d'immigration, de choses comme ça, mais nous, ce qui nous a fait plaisir dimanche,
c'est que on y a vu des gens qui indiscutablement n'étaient pas nés à Chartres de Bretagne. Voilà, pour tout dire. Et ces gens-là commençaient aussi à s'approprier ce patrimoine, ce paysage, cette histoire qui ressemble d'ailleurs beaucoup à celle qu'ils ont connue ou que leurs ancêtres ont connue dans leur propre pays. Il y a une espèce de réunion comme ça des valeurs de l'humain, tout bêtement, donc autour de ce site-là. Et on se disait, on a peut-être atteint un but auquel on ne pensait même pas. On parle de vivre ensemble, là, c'en est clairement une application. Là, complètement, là. Et sans discours, hein. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de campagne. C'est spontané. C'est spontané, voilà. Et peut-être que vous pouvez apporter, votre présence dans cette spontanéité. Mon invité, vous l'avez entendu parler de miracle. Allez-y, c'est pas tous les jours qu'on assiste à un miracle. Je rappelle donc que Jean-Pierre Primeau est venu nous parler d'un lieu pas comme les autres, sur lequel lui et son association ont mis beaucoup de travail, la Marionnais. Le nom de l'association que vous pouvez contacter pour plus d'informations, c'est le Cadeau Marionnais, et ça se trouve évidemment du côté de Chartres de Bretagne. Merci Jean-Pierre pour toutes ces informations. Merci à vous Simon. Et puis n'oubliez pas, si vous avez quelques centaines de milliers d'euros de côté, dont c'est le moment ou jamais. On accepte tous les dons d'où qu'ils viennent. Ils sont défiscalisés.